C'est sans doute lors de la Première Guerre mondiale, cette infâme et imprévisible boucherie, qu'Adolf Hitler comprit que c'est dans les tranchées boueuses de sang que commençait l'agonie du christianisme institutionnel. La puissance de feu des nouveaux engins de mort, ce culte déjà des machines, cet éblouissement aveuglant devant les prodigieuses machines à tuer, obviait un reste de vie spirituelle et l'usure financière, la rente pour tous firent le reste. Dès lors, Hitler n'eut qu'un seul objectif, déchristianiser l'Europe et pour ce faire, arracher les racines hébraïques et le tronc chrétien suivrait, disait-il. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 septembre 2012. Le 12 septembre 2012, ouais. Et aujourd'hui, je commente. J'ai pris quelques notes. D'ailleurs, la majorité de mes vidéos, vous le savez, ceux qui me suivent, sont improvisées, n'est-ce pas? Celle-ci l'est un peu moins, car je devais étayer mon argumentation. Alors aujourd'hui, je commente, et je vais avoir recours à mes notes, Richard Millet, Langue fantôme, suivi de l'éloge littéraire d'Anders Breivik. Et je vais m'arrêter sur ces 18 petites pages qui font déjà parler beaucoup d'elle au Québec, mais le livre n'est pas encore arrivé au Québec. Je l'ai commandé sur une librairie, sur le site d'une librairie bien connue. Bon, je vais taire le nom ici. Mais ça n'a pas empêché beaucoup de journalistes, beaucoup de commentateurs, des écrivains, de se prononcer sur l'ouvrage de Richard Millet. J'ai même eu une petite prise d'armes, si on veut, sur Facebook avec un écrivain très, très, très connu, très célèbre et dont les livres se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Et à la fin, l'argument, c'était qu'au fond, je n'étais qu'un provocateur et que je faisais ça pour l'ennuyer, lui, le célèbre écrivain, que je ne lirai jamais parce que je sais, pour en avoir ouvert quelques pages, que c'est un très mauvais écrivain. En matière de littérature, le succès ou l'insuccès ne veut absolument rien dire. On peut être un écrivain extrêmement lu et formidable, comme on peut avoir un seul lecteur et être très mauvais. Alors, pour moi, je ne fonctionne pas avec ces catégories intellectuelles que sont le succès ou l'insuccès. Allons vite tout de suite au vif du sujet. Alors, je vais faire une autre petite parenthèse avant de débuter la réflexion sur ce texte. Ça m'a fait réfléchir aussi aux écrivains chrétiens de notre temps. Et j'en ai établi ici une petite liste. Richard Millet est un écrivain chrétien. Marc-Édouard Nab. Philippe Murray. Patrick Kékéchian. Philippe Solers. Maurice G. Dantec. Et ça va peut-être vous étonner, j'y inclurais même Michel Houellebecq. Je dis cette chose-là parce que un des seuls regards positifs dans toute son œuvre se situe dans la possibilité d'une île où on y voit un couple qui sont des amoureux de Teilhard de Chardin et on sent une réelle sympathie pour ces personnages-là, qui sont des personnages très secondaires qui apparaissent dans la possibilité d'une île. Mais on y sent en filigrane une vraie affection. Comme si Houellebecq voulait nous dire quelque chose. Ça ne serait pas si étonnant, Houellebecq, qui est l'écrivain
qui décrit notre morne nihilisme. Il est possible qu'il nous tend un miroir sur ce que nous sommes. Il est possible qu'il ait la nostalgie d'un paradis perdu. De là, la possibilité du Nil. Mais tous ces écrivains chrétiens que je vous ai mentionnés ont tous, à part Houellebecq, ont tous une caractéristique. Ce sont des stylistes. Cette qualité de droite, disait l'autre, quand on parle plutôt d'écriture, n'est-ce pas? Et tous travaillent avec la langue. C'est la langue qui leur importe. Alors voilà. Et tout ça pour vous dire aussi que ces écrivains-là, chrétiens, au fond, la France a eu une grande tradition d'écrivains chrétiens, d'écrivains catholiques, dans le monde contemporain. Je pense ici à Péguy, ou à Claudel, à Mauriac, ou à Bernanos. Les uns et les autres ne pouvaient pas se sentir, évidemment. C'était la foire d'empoigne entre Mauriac et Claudel, pour vous donner un exemple. Mais les quatre appartenaient à cette grande tradition d'écrivains chrétiens que la France nous a donnée. J'inscris Richard Millet dans cette lignée. Bon, cette petite mise au point est faite. Allons-y maintenant tout de suite. À 2 reprises, Richard Millet nous dit qu'il se défend d'approuver, il se défend clairement et nettement d'approuver les actes de Breivik. Il écrit ceci: « Je voudrais qu'on garde à l'esprit que je n'approuve pas les actes commis par Breivik. » On retrouve cette note au premier paragraphe. Et quelques pages plus loin, 6 pages plus loin, il réitère son propos: « Je ne suis pas un expert et nullement proche de Breivik, dont, je le répète, je condamne les actes. » 2 fois en 18 pages, là, ne pas le comprendre que Richard Millet n'approuve pas les actes de Breivik, ben, il faut soit ne pas l'avoir lu ou ne pas savoir lire. J'opterais pour la deuxième hypothèse. Et en fait, il réutilise même les mêmes mots pour être bien sûr que le message soit compris. Il nous dit que cet éloge littéraire d'Andrzej Breivik, dont le titre est sciemment provocateur, il ne le dit pas ici, mais j'ai entendu une entrevue où il le dit, peut-être malheureux. Ben, moi je dirais simplement, Richard Millet, qui est un grand lecteur chez Gallimard, qui connaît bien la mise en marché, il est évident qu'il a voulu provoquer un scandale. Mais la littérature aujourd'hui, peut-être depuis toujours en fait, a toujours fonctionné à coup de scandale. Oh, c'est la seule façon, finalement, qu'on s'arrête dans un livre. Est-ce qu'on aurait lu les versets sataniques de Salman Rushdie s'il n'y avait pas eu une fatwa émise contre lui? Sans doute pas. Et tout le long de l'histoire littéraire, les scandales font parler d'un livre. Ah, il le sait. N'est-ce pas? Moi, je pense qu'il a frappé trop fort dans son titre. Je lui aurais suggéré un autre titre, par exemple, Portrait d'Anders Breivik en écrivain gris. Puis, mais en même temps, pendant que j'écrivais ces petites notes et je réfléchissais à ce que j'étais pour vous dire ce matin, hier à ma librairie, j'écoutais Radio-Canada, la première chaîne. Plus on est de fous, plus on lit. Et on avait invité Michel Onfray, qui dit exactement la même chose que Richard Millet. Parce que ce qu'au fond nous dit Richard Millet, c'est que Anders Breivik refuse le multiculturalisme marchand. Qu'au fond, on assiste en ce moment, partout en Occident, à une déchristianisation de l'Occident. Et que l'islam, pour Millet, et pour également Onfray, qui lui, je vais vous lire exactement le verbatim de Onfray. Il ne s'en désole ni ne s'en réjouit pas, il constate simplement, dit-il. Mais c'est assez clair. Alors, je vais vous lire tout de suite ce que dit... j'ai retranscrit le verbatim de Michel Onfray.
Donc, il constate la fin de la civilisation judéo-chrétienne française, qui a eu une date avec l'arrivée de Constantin au pouvoir. On va vers une Oumma généralisée, une communauté musulmane généralisée, une communauté nomade. Ça, je mets des réserves. Il n'y a pas de civilisation sans religion qui la constitue. C'est aussi ce que nous dit Richard Millet. Et il y a une grande santé musulmane partout sur la planète parce qu'il y a une multitude de soldats prêts à mourir pour leur idéal, alors que nous ne sommes pas prêts à mourir pour les droits de l'homme, pour le dollar, pour notre télévision à écran plat. Ici, je ferai simplement cette petite mise au point. C'est vrai, nous ne sommes pas prêts à mourir. Nous sommes prêts à tuer, cependant. Si vous avez des doutes, là, rappelez-vous l'Irak, il n'y a pas si longtemps. Rappelez-vous l'Afghanistan, il n'y a pas si longtemps. Regardez ce qui se passe en ce moment en Libye. Regardez les révolutions arabes, qui, à mon avis, on n'a jamais voulu la démocratie dans les pays arabes. Moi, je n'y crois pas. On a voulu des pays faibles, on a voulu des pays, oui, sans doute tombés aux mains des frères musulmans, mais des pays pauvres, des pays dominés par les puissances du religieux. Et tant que les musulmans de diverses confessions, de diverses écoles, s'entretuent entre eux, les pays occidentaux vont être tranquilles. Et concernant le nomadisme, si nous regardons ce qui se passe au Canada, nos frontières sont de plus en plus étanches. Les murs s'installent un peu partout. Il n'y aura qu'un nomadisme, ce sera celui des riches. Et encore là, j'en suis pas sûr. C'est vrai, nous ne sommes pas prêts à mourir pour notre écran plat, mais assurément, nous sommes prêts à tuer. Et regardez juste aujourd'hui l'essence à Montréal, le prix de l'essence bondit, je pense même que c'est un record historique. Si un politicien nous dit qu'il faut aller foutre le feu partout au Proche-Orient pour conserver notre pouvoir d'achat, il ne nous le dira pas comme ça, il va nous présenter la démocratie, les droits de l'homme, patati patata. Bon, écoutez, les gens vont approuver, n'est-ce pas? C'est aussi ce que nous dit Breivik, au fond. Ouais, c'est ce que nous dit Breivik. Absolument. Alors, je vais poursuivre mes petites notes. Attendez. Alors, ce que j'écrivais ici, finalement, c'est que nous sommes entrés dans un nihilisme post-chrétien. Nous nous baladons à travers les ruines du christianisme. Les monastères seront bientôt des resorts pour boomers fatigués en quête de ressourcement professionnel. Un catholicisme de confort, finalement, n'est-ce pas? Ce que n'est pas le catholicisme. Matiné d'un zeste, d'un zen de citron. Et que, mais aussi, Mies qui nous dit aussi que nous assène une vérité irréfragable. Le mal a partie liée avec la littérature. Même les lecteurs d'Harry Potter savent cela. On ne refera pas ici le fameux pacte faustien où l'écrivain fait un pacte avec le diable pour être capable d'écrire une œuvre magistrale. Il y a toujours un deal avec les puissances du mal, ou le mal même personnifié, pour atteindre de hautes dimensions dans le domaine littéraire. Évidemment, nos sociétés qui ont mis à plat le religieux refusent cette dimension-là spirituelle du mal. Tout s'explique, non pas par le mal, mais par la maladie. C'est ce que nous dit ici Millet, que la folie de Breivik, finalement, Breivik a revendiqué son acte. Et quand on regarde la façon dont il a posé son acte, la façon dont il l'a annoncé sur 1500 pages sur Internet, ce type-là savait ce qu'il faisait. Et tout le long de son procès, il a voulu un procès politique, mais on ne lui a pas donné. On a voulu aller dans la pathologie. Alors, le mal n'est plus le mal est une maladie. Il nous ressemble ici, Breivik, sauf que il ne s'est pas positionné en victime. Je vais vous lire un petit passage ici. Moi, je pense que c'en est une également.
On peut donc dire que Breivik est un enfant de la ruine familiale autant que la fracture idéologico-raciale que l'immigration extra-européenne a introduite en Europe depuis une vingtaine d'années et dont l'avènement avait été préparé de longue date par la sous-culture de masse américaine, conséquence ultime du plan Marshall. Du plan Marshall à la toute-puissance d'un marché mondialisé, on peut suivre le mouvement par lequel l'Europe s'est déshistoricisée sur le plan économique, culturel et sans doute ethnique. Alors encore, il nous répète qu'il n'est pas d'accord avec les actes de Breivik. Breivik est donc un combattant solitaire. Enfant abandonné par son père, il est devenu le soldat perdu d'une guerre qui ne dit pas son nom. La chose n'est pas négligeable. C'est pourquoi son compendium, qui révèle en creux le naufrage de l'individu, sa quasi-condamnation, contient des analyses pertinentes de la perte de l'identité nationale. N'allez pas me dire que partout, nous ne ressentons pas cette perte de l'identité nationale. Et je dirais même, nous nous sentons de plus en plus mal d'affirmer cette singularité nationale. Au Québec, nous en faisons l'expérience quasiment tous les jours. Car le Québec est un exemple, je vais faire une parenthèse, c'est un exemple de ce projet-là, du multiculturalisme. Le Canada est un laboratoire du multiculturalisme. Et dans ce laboratoire, le Québec occupe une place parmi d'autres. Et le Québec n'a qu'une option, de se replier dans le communautarisme. Ce que le peuple refuse, voyez, ça aussi, il faut comprendre ça. Les gens veulent bien ouvrir leurs portes à l'immigration, mais à une seule condition, que les nouveaux arrivants, à défaut de s'assimiler, s'intègrent au moins. Alors, on a créé ce qu'on a appelé les accommodements raisonnables pour permettre aux nouveaux immigrants de pouvoir vivre correctement dans notre pays, mais à nos conditions seulement. Le Québécois moyen pense simplement qu'à Rome, qu'on doit vivre comme un Romain. Mais ça, nos élites inféodées aux forces du marché ne veulent pas l'entendre. Et de toute façon, elles y échappent, ces élites-là, par le nomadisme intellectuel, cette fois-ci. Alors, il nous dit aussi, on pourrait être tenté de voir dans Breivik un héros malthusien doublé d'un praticien du massacre de masse. Ce serait dénaturer ces actes. Ils s'inscrivent sur un fond terriblement sombre qu'il importe de rappeler. Cet été-là, qui a vu la catastrophe nucléaire de Fukushima et la politique ridiculisée sur le plan international par l'affaire DSK, terroriste socialo-priapique, pendant non dialectisé de l'érotomane démocrate chrétien Berlusconi, et puis le lendemain du massacre d'Utoya, la mort d'Amy Winehouse, laquelle a en quelque sorte volé la vedette à Breivik cet été-là. Donc, est surtout le moment paroxystique d'une crise financière qui est née en 2008 et qui est en train de mettre l'Europe à genoux. Que cette crise financière marque aussi la faillite d'une civilisation. Seuls les imbéciles ne veulent pas le voir. Ça, c'est une autre histoire. Cette faillite-là financière, qui a débuté en fait en 2007 avec la crise des subprimes, personne ne veut la voir. Et on voit bien comment les mesures d'austérité et le rachat de dettes par la Banque centrale européenne est une catastrophe. Mais nous n'avons pas d'autre option, n'est-ce pas? C'est ce que encore nous disent nos élites politiques.
Alors, je vais conclure ici là-dessus en vous disant que le chagrin, en fait, je vais vous parler 30 secondes du chagrin de Richard Millet. Au fond, Richard Millet voit un monde ancien, une civilisation. Il voit mourir cette civilisation judéo-chrétienne. On a même du mal à dire judéo-chrétienne, n'est-ce pas? Bientôt, on va sans doute éliminer le judéo-chrétien de notre vocabulaire. On va simplement parler de civilisation chrétienne qui est en train de s'effondrer. Alors, il voit ça pris en tenaille entre un islamisme vigoureux, des gens qui vont à la mosquée, des gens qui vivent leur foi. Je dirais qu'eux s'accommodent bien du système économique libéral qui leur permet en toute quiétude de vivre leur foi. Nous, au Québec, nos églises sont complètement vides, n'est-ce pas? Transformées en condos, en copropriété, achetées sans doute par des boomers ouverts d'esprit. Et en même temps, nous nous désolons de cette perte-là. Mais nous ne comprenons pas qu'un christianisme dévitalisé, il n'y a pas rien à faire. C'est une pratique, là. Ce n'est pas que d'admirer des peintures ou d'écouter la messe, la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Le christianisme est une pratique quotidienne. C'est un engagement quotidien. Nous savons même plus ce que ça veut dire. Alors, vous voyez, un type comme un Breivik se désolait de la trahison des élites. Et moi non plus, évidemment, inutile de dire que j'approuve les actes de Breivik. Je les désapprouve totalement. Mais Richard Millet a créé un beau scandale. Malheur à qui le scandale arrive, hein, disons-nous dans la Bible. Mais il n'y a pas d'autre façon que d'ouvrir des débats parfois. Je vais simplement vous dire que Richard Millet a écrit un extraordinaire petit livre sur Maurice Blanchot. Ma vie parmi les ombres est un livre extraordinaire. Extraordinaire. Et La Voix d'Alto, dont une partie du livre se passe au Québec, car il a eu une amoureuse québécoise, Richard Millet, est un des livres les plus fins, les plus subtils. Il a saisi l'esprit du Québec, Richard Millet. Évidemment, l'amour aide à saisir des choses, hein, n'est-ce pas? Mais il a vraiment saisi une bonne partie de l'esprit du Québec, Richard Millet. Mieux que la majorité des Québécois. Alors voilà, ce livre, tout le monde parle, mais que personne n'a lu, eh bien moi je l'ai lu. Évidemment, dans la première partie, qui est la plus longue, il nous dit que finalement, non, je vous lis un passage tout de suite. Je vais finir là-dessus. Le capitalisme et la dégradation infinie de l'autre avec un grand A, l'autre lacanien, là, au nom même de l'altérité. Ce par quoi l'autre, celui qui donnerait à l'échange sa noblesse, se présente à moi tout en se dérobant. Et c'est peut-être ainsi qu'il faut comprendre aujourd'hui la formule de Sartre. L'enfer, c'est les autres. Encore qu'on puisse y percevoir aussi l'autre comme menace du nombre, de l'innombrable, de la masse. Telle serait en tout cas une des définitions d'une perversion de l'échange, ce par quoi autrui n'est plus que le nombre, c'est-à-dire le mal même. Et puisque tout s'échange sans cesse, c'est non seulement la valeur d'échange qui disparaît, mais aussi la valeur en tant que telle. L'échange est donc l'absolu de la perte, la prolifération de la non-valeur comme absence de risque, la négation même de l'échange. Et si après ça, vous ne trouvez pas que cet homme-là sait écrire, là, je vous le dis, vous ne savez pas lire, n'est-ce pas? Et je conclus là-dessus vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que le vrai écrivain est devenu très rare et le vrai lecteur encore plus rare. Et c'est la disparition, finalement, du vrai lecteur qui va nous finir, qui va nous achever. Alors, c'est tout pour aujourd'hui.
longues vidéos. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, militante Facebook quand vous joignez à ma page. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.